Bonjour, mon nom donc, est Maëlle Plouganou, je suis chargée de projet et de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Moi, mon travail, c'est d'accompagner des municipalités comme les vôtres à développer des processus d'urbanisme participatif pour intégrer les citoyens dans le développement de la ville. Donc, notre mission, c'est de construire ensemble les villes de demain. C'est quand même ambitieux, mais pour nous, les villes de demain, c'est des villes qui sont écologiques, démocratiques et en santé. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, puis on a permis à plusieurs milliers de citoyens à travers le Québec, dans des petites villes, les plus grandes villes, et au Canada aussi, de construire avec les élus et avec les professionnels la ville de demain. Ce qui nous guide, c'est l'échelle humaine. Donc, quand on parle d'échelle humaine dans la ville et dans les espaces verts, on parle de réflexions qui mettent l'humain au centre des objectifs de la planification. On parle d'une ville qui est inclusive, dans laquelle les besoins de l'ensemble de la population sont pris en considération. Dans les parcs, c'est quelque chose qui doit résonner à vos oreilles. Des villes qui sont aussi sécuritaires, dans lesquelles les déplacements actifs et collectifs sont bien pensés et sont bien aménagés pour qu'ils soient possibles, donc notamment les transports actifs, pour pouvoir aller au parc à pied ou en vélo. Des villes qui sont écologiques, dans lesquelles les aménagements écologiques sont écologiques, il y a du verdissement, il y a de l'intégration de ces éléments-là aux espaces publics. Et c'est des villes qui sont enracinées, donc dans les réalités du milieu, dans les besoins de la population, dans la culture de la population. C'est des villes aussi qui sont engagées, où la communauté est donc partie prenante de son devenir. Finalement, c'est des villes qui mettent la qualité de vie au centre de leur réflexion, qui ont une vision globale dans laquelle la qualité de vie est au cœur de la réflexion. Donc c'est la ville à échelle humaine, une conception de la ville. La ville à échelle humaine, ça se base sur des éléments qui n'ont pas changé depuis vraiment longtemps. Les humains ont tous à peu près la même taille, plus ou moins. Et pour faire un environnement bâti de qualité et aménager l'espace public, on réfléchit à ces besoins-là, qui sont les besoins d'essence, et aux besoins sociaux aussi. Donc nous, on marche toujours à la même vitesse, en général, sauf les vraiment zélés, on fait du vélo tous à peu près à la même vitesse aussi, et on a tous les mêmes sens. Donc, l'ouïe, la vue, et puis vous connaissez les autres, parce que si jamais je les oublie, je vais avoir les renouilles. Donc, c'est toutes ces caractéristiques-là qui font qu'on interagit avec notre environnement. Et l'échelle humaine, c'est quand même, l'objectif, c'est d'avoir une expérience sensorielle dans la ville qui est positive. Donc, à travers l'odorat, favoriser une diversité de commerces pour avoir des odeurs qui sont différentes, que ça ne sente pas juste l'asphalte, que ça sente, je sais pas, les gâteaux, le café, le restaurant. C'est aussi l'ouïe des passants, donc penser à réduire la circulation, réduire les bruits, avoir de l'espace pour la biodiversité, pour qu'on ait des bruits d'oiseaux, puis pas juste des bruits de mobylettes, par exemple. Puis avoir des espaces où il peut y avoir de l'activité, avec des musiciens de rue, des choses comme ça. Et puis finalement, c'est le toucher aussi, donc différentes surfaces, différentes couleurs, un mobilier urbain qui varie. C'est aussi de prendre en considération les besoins sociaux des humains. Les humains sont des gens qui sont... c'est une espèce sociale qui aime bien se réunir, on le voit aujourd'hui, réseauter, parler avec d'autres mondes. Et donc, c'est de réfléchir la ville à une échelle où on peut parler aux gens. Donc, vous voyez que la personne qui est à 0,5 mètres, on peut savoir comment elle va, on peut voir qu'elle est contente ou pas. Quand elle est à 7 mètres et demi, ça devient plus compliqué. Quand elle est à 80 mètres, on ne sait même pas si c'est une femme, un homme ou une statue. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on retrouve aussi dans le livre que vous allez peut-être gagner dans le tirage au sort pour des villes à échelle humaine de Jan Gehl, que le Centre d'écologie urbaine a travaillé sur sa traduction. Donc, pour travailler sur cette échelle humaine-là, il y a aussi l'échelle humaine dans le processus de participation. Pour vous, c'est quoi, juste comme ça, vite, rapidement, l'urbanisme, pour vous, c'est quoi, puis c'est quoi, ça veut dire quoi, participatif? Quelqu'un? Oui? C'est que les gens participent à la création de l'urbanisation de la ville, donc ils participent à l'élaboration des espaces publics, de parcs, etc. OK. Fait qu'en fait, l'urbanisme participatif, c'est le mélange entre la planification, donc il y a un vocabulaire qui est technique, des savoirs qui sont techniques, des normes
un nombre de quelque chose par kilomètre carré ou un nombre de parcs par habitant, des réglementations aussi, et le lien avec la concertation, les savoirs d'usage des citoyens, les besoins locaux, puis l'acceptabilité sociale des projets qu'on va développer. Donc c'est aussi le lien avec nous, ce qu'on fait au Centre d'écologie urbaine, c'est qu'on fait ce lien-là entre les savoirs professionnels et les savoirs citoyens. Les savoirs citoyens, ça peut être des savoirs d'usage. Donc, vous connaissez bien vos parcs. Moi, je les connais moins bien que vous, très probablement. Donc, c'est connaître l'expérience des gens, que les gens puissent partager leur expérience de comment ils utilisent le parc, de qu'est-ce qu'ils y font, de pourquoi ils y vont ou pourquoi ils n'y vont pas. Les savoirs techniques aussi, parce que certains citoyens développent des savoirs, des compétences techniques sur la circulation. Pourquoi c'est dangereux d'aller à cet endroit-là, pourquoi on n'y va pas à pied, des choses comme ça. Des savoirs militants, parce que souvent les citoyens sont aussi des bons leviers pour faire passer des décisions. Ils peuvent parler aux élus, ils peuvent faire des représentations. Il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir, plus que moi en tout cas, des qualités d'orateur et de pouvoir expliquer leurs points, faire valoir leurs points au conseil d'arrondissement, au conseil de ville. Et leur capacité d'interpeller les décideurs, ça peut permettre de faire d'être un levier pour des changements, puis de réfléchir l'environnement bâti autrement. D'un autre côté, les professionnels, eux, ils connaissent les normes, ils connaissent les règles, ils connaissent le vocabulaire aussi, qui est des lois, les enjeux qui sont techniques, les enjeux qui sont financiers de la création des parcs, puis ils peuvent les expliquer aux citoyens. Donc, c'est de permettre ce lien-là entre des gens qui ont les compétences plus techniques et des gens qui ont des compétences de savoir d'usage, qui savent comment est fait le parc, où est-ce que c'est plus éclairé, où est-ce que c'est moins éclairé, où est-ce qu'on aime aller, où est-ce qu'on aime moins aller. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en lien ces deux compétences-là, ces compétences citoyennes, ces compétences professionnelles, pour assurer la réalisation d'aménagements qui sont adaptés aux besoins des citoyens. L'urbanisme participatif versus le processus consultatif, c'est que le citoyen est intégré à plusieurs étapes. Donc, on voit ici le processus consultatif, c'est un remue-ménage par des experts. Les experts élaborent des solutions d'aménagement, élaborent de la planification. Ils présentent leur planification, leurs solutions d'aménagement au public, et là, ils prennent l'avis du public. Donc, si cet avis-là n'est pas forcément positif, disons, il faut que les experts réfléchissent à leur projet, réintègrent des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Dans le processus participatif, la séance de remue-ménage au départ peut se faire avec le public. Donc, on a dès le départ du processus un avis du public sur qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération, à quoi on devrait réfléchir, qu'est-ce qu'on prend en compte. Ça reste quand même les professionnels qui développent le projet. Les experts continuent d'être les experts, donc c'est continuent de réfléchir aux enjeux techniques, aux enjeux financiers qui font le développement de projet. On a ensuite un atelier public d'idéation où les gens peuvent apporter leurs idées à partir de ce que les experts ont réfléchi. Est-ce qu'il y a des choses à bonifier? Est-ce qu'il y a des choses à valider? Et puis après, il y a une modification selon les besoins des citoyens des solutions qui sont réfléchies par les experts. Ensuite, on peut avoir une consultation publique où là, le projet, qui est quand même bien connu déjà des citoyens, est représenté à d'autres personnes ou aux mêmes personnes pour voir est-ce que les considérations des citoyens ont bien été prises en compte. On a ensuite le raffinement du projet et finalement, le public peut adhérer à ce projet-là. Ça permet une plus grande adhésion du public et aux citoyens et aux professionnels de cheminer ensemble dans leur développement du projet et d'avoir une démarche en fait collaborative sur le cheminement de projet. Donc là, on a des exemples de quelle manière ça peut se passer, ces processus-là. J'imagine qu'il y a une des deux manières que vous préférez à l'autre. En tout cas, moi, oui. Pour avoir assisté aux deux types d'expériences, il y en a une qu'on préfère à l'autre. Donc, au-delà d'une étape de consultation, la participation citoyenne, ça permet, donc, comme je le disais, de compléter des connaissances, de mettre des idées originales sur la table, de bonifier l'analyse et les propositions qui ont été faites par les experts, qui sont, on le disait tout à l'heure, experts techniques, mais qui ne sont pas forcément experts du milieu et qui n'ont pas forcément vu comment c'était sur le terrain.
Ça permet aussi de favoriser l'acceptabilité sociale, c'est dur à dire, c'est encore plus dur à faire. Le travailler ensemble, ça permet d'appropriation par la communauté des projets. Ça permet aussi de faire connaître les contraintes de temps, de budget, de financement aux citoyens. Parce que des fois, on a des citoyens qui disent ben là, pourquoi vous ne faites pas ça comme ça? Ou vous avez choisi de faire des jeux pour enfants, ben, pourquoi vous n'avez pas choisi de les faire en bois plutôt qu'en plastique? Toutes sortes de choses comme ça. Donc, ça permet aux professionnels de pouvoir expliquer puis cheminer avec les citoyens dans quels sont les choix qu'on fait, pourquoi on les fait comme ça, d'avoir une plus grande transparence puis d'aider les citoyens, les participants dans l'exercice de leur citoyenneté. Ça permet aussi aux citoyens d'en apprendre plus sur les aménagements des parcs, sur le rôle de la municipalité dans l'aménagement des parcs, qu'est-ce que c'est les lois auxquelles les municipalités sont obligées de répondre. Puis, à terme, ça maintient un esprit de collaboration, puis ça permet au projet de garder le même esprit du début à la fin, parce qu'on a des citoyens qui sont imprégnés de ce projet-là, qui ont travaillé à son développement et qui y sont attachés. Ce qui permet, pas toujours, mais la majorité du temps, d'éviter d'être dans une position d'attaque et de défense, et plus d'être dans une position de travail ensemble et de consultation et de collaboration. Donc évidemment, tous les citoyens ne sont pas impliqués tout le temps, parce que ce serait long et beaucoup trop compliqué. Donc on vise le juste niveau de participation selon l'étape dans laquelle on est rendu dans le projet. Donc il y a plusieurs niveaux de participation. Les étapes 1 et 2, donc informer, sensibiliser, puis consulter et recueillir de l'information, c'est les étapes qui sont les plus souvent, les formes d'implication qui sont les plus souvent mises en œuvre. Ça peut être des réunions publiques, ça peut être des réunions d'information où un élu présente un projet, présente un plan de parc, présente des aménagements qui sont prévus, un calendrier d'activités aussi, et où les citoyens sont amenés à s'informer sur qu'est-ce qui est prévu dans le parc. Consulter et recueillir de l'information, ça permet aux citoyens d'avoir un petit peu plus un rôle un peu plus important et de pouvoir donner son avis à travers des consultations en ligne, à travers des sondages de ce qu'ils aimeraient voir dans le parc, quel genre d'équipement, quel genre de matériaux, quel genre de plantes, des fois même, on peut aller jusque-là. Le niveau 3, donc discuter. Ça peut être par exemple des ateliers de travail où les citoyens vont être amenés à discuter avec les professionnels pour déterminer c'est quoi les orientations du parc, qu'est-ce qu'on veut y faire, quel genre de parc on veut développer. Engager, négocier, donc c'est par exemple un comité consultatif de citoyens sur un parc. On a des grands parcs, par exemple à Montréal, où on a un comité consultatif qui s'occupe de, par exemple, vérifier qu'on a pensé au parc, mais est-ce qu'on a pensé à ses accès? Est-ce qu'on a pensé aux activités qu'on allait faire dans le parc pour faciliter l'activité physique? Finalement, la cogestion, c'est le niveau suprême de la participation, donc co-décider, créer des partenariats, ça peut être la cogestion d'une installation, un parc qui est développé avec et pour les citoyens, où c'est les citoyens qui travaillent à développer les activités qui vont avoir lieu dans le parc. Au cours du temps, le Centre d'écologie, on a développé un processus d'urbanisme participatif en 6 phases, 7 avec l'évaluation, donc dans lesquelles il y a plusieurs types d'activités. Les activités vont être différentes selon l'étape dans laquelle on est. Donc on a par exemple, l'activité de démarrer, donc créer le comité de citoyens, le comité de professionnels, le comité de travail qui va décider de piloter toute la démarche, qui va s'assurer que tout le monde est consulté, que tout le monde est intégré dans cette démarche-là, qu'on n'oublie personne. Ensuite, on a une deuxième phase, qui est la phase de comprendre. Comprendre, c'est par exemple tenir un kiosque de consultation pour comprendre comment les usagers utilisent un parc. Pourquoi ils l'utilisent moins à différents moments de la journée, pourquoi ils l'utilisent plus le week-end ou le soir après 5 heures, par exemple. Explorer ensuite l'organisation d'un atelier de travail, par exemple, pour voir c'est quoi les solutions d'aménagement qu'on peut faire à partir des éléments qu'on aura trouvés dans comprendre comment on explore pour répondre aux enjeux qu'on a vus. Et puis, ça peut être des ateliers qui sont avec différents types de populations, avec des jeunes, selon ce qu'on veut faire du parc, en fait. Ça peut être avec des jeunes, avec des aînés, avec des fois les propriétaires de chiens aussi, pour comprendre comment ils utilisent le parc. Je sais que
J'imagine qu'ici, comme à Montréal, les propriétaires de chiens veulent toujours utiliser les parcs. Donc, il y a ce travail-là qu'on peut faire aussi avec les gens comme ça. Décider ensuite, donc organiser une activité de validation des scénarios pour s'assurer que le scénario d'aménagement qu'on a prévu, c'est le bon. Et puis après, agir. Donc, souvent, là, les citoyens, durant les 4 premières phases, sont très mobilisés. Puis, quand on passe à l'action, c'est là où on voit vraiment le résultat. Puis, on est vraiment beaucoup motivé par agir. Donc, passer à l'action, ça peut être en organisant une activité dans une ruelle, par exemple, ou dans un parc. Ça peut être en plantant des nouveaux végétaux dans le parc. Ça peut être toutes sortes de choses. Puis finalement, la dernière étape qui est très importante aussi à ne pas oublier, c'est d'inaugurer, de reconnaître tout le travail qui a été fait, puis d'inaugurer un nouvel espace, d'inaugurer un nouvel aménagement, d'inaugurer un nouvel élément de parc. Finalement, il y a aussi toute la question de l'évaluation, sur laquelle je reviendrai après. Pour bien arriver à faire des activités d'urbanisme participatif, il faut quand même choisir la bonne activité. Donc, clarifier son intention. On est dans quelle phase? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est dans un seul parc ou est-ce qu'on est dans un plan directeur des parcs et espaces verts? Est-ce qu'on veut avoir une vision générale, macro, de ce qu'on va faire dans nos parcs ou est-ce qu'on veut avoir vraiment l'avis des gens sur un élément très, très précis du chalet de parc, par exemple, ou des jeux pour enfants? On en est où dans le processus? Est-ce qu'on en est au début? On est plus vers la fin. On ne va pas faire les mêmes activités pour éviter aussi de créer des attentes auprès des citoyens en leur disant on va vous consulter, puis finalement, ce que vous nous avez dit, on l'avait déjà prévu, puis on n'est plus rendu à cette étape-là, fait qu'on ne va juste pas le prendre en considération. Ça, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Il faut aussi préciser l'objectif de l'activité. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'activité? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme données? Qu'est-ce qu'on a déjà comme information? Comment on a besoin de compléter ces données-là qu'on a déjà? On a un exemple ici on aimerait organiser une marche exploratoire dans le parc de la gare en vue de sa réfection l'année prochaine. Est-ce que c'est assez précis? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que les gens vont être capables de comprendre ce qu'on leur demande? Pas forcément. Donc, on peut clarifier cet exemple-là en disant on aimerait connaître les besoins de la population qui fréquente le parc, puis voir qu'est-ce qui limite l'utilisation de l'espace par les citoyens. On voudrait dégager des lieux d'intervention, des lieux prioritaires où on va pouvoir développer des solutions pour des lieux qui sont particulièrement dans le parc, qui sont particulièrement problématiques. Finalement, on veut cibler aussi le bon public. On ne va pas faire les mêmes activités, on ne va pas aller chercher le même public selon qu'on est au début du processus ou qu'on est à la fin, et selon les données qu'on veut aller chercher. On ne pourra pas demander, par exemple, à des citoyens de définir quel type d'aménagement, quelle largeur de trottoir, quelle place de stationnement, vous avez des idées en tête plus que moi, là, mais quel genre d'aménagement on peut faire de façon technique. Ça, c'est plus un travail qu'on va faire avec les professionnels. Là, les citoyens, on va leur demander des grandes visions, leurs besoins pour le parc, leur utilisation des parcs. Finalement, la validation des scénarios, ça se fait avec l'ensemble de la population de la ville ou l'ensemble de la population des usagers de parcs. Pour une participation réussie, il faut aussi beaucoup travailler sur la mobilisation. Souvent, on nous dit que les gens, on les invite, mais ils ne viennent pas, que c'est toujours les mêmes qui participent, qu'on rejoint juste les gens qui ne sont pas d'accord, que les gens sont trop occupés pour venir. Donc, c'est sûr qu'on va toujours plus facilement, les gens qui ne sont pas d'accord vont plus facilement venir aux exercices de consultation, aux exercices de participation. Mais ça ne veut pas dire que ces exercices-là n'ont pas de sens, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. C'est juste qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va aller chercher des personnes qu'on estime qu'on a besoin d'aller chercher. Donc nous, par exemple, dans certains projets, on a travaillé avec des municipalités où on voulait travailler sur un parc qui était à proximité d'une résidence pour personnes aînées, comme ici. Il faut aller voir les gens dans les activités, il faut s'intégrer. C'est sûr que ça demande plus de temps, il faut s'intégrer dans les activités qui sont déjà prévues et essayer de voir comment est-ce qu'on peut, à travers ces activités-là, à travers les moments où les gens sont déjà mobilisés, aller les informer sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça va être le processus, quand est-ce qu'on va revenir les voir. Donc, souvent, encore aujourd'hui, prendre le téléphone et téléphoner aux gens, c'est à peu près la meilleure façon de s'assurer d'avoir une bonne mobilisation.
Ensuite, c'est sûr qu'il faut bien préparer son activité, les objectifs, comme je disais, les communications, comment on va communiquer aux gens avant, pendant, puis après l'activité. C'est quoi les outils d'animation dont on a besoin, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre. Ça va être quoi le déroulement de notre activité, parce que souvent les citoyens, quand on leur donne, puis les professionnels, quand on leur donne l'occasion de donner leur avis, ils le prennent. Donc, il faut penser au déroulement de l'activité pour être sûr qu'on arrive aux objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, il faut être agile aussi parce que parfois, les objectifs qu'on s'était fixés, il faut les revoir en cours de route. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment réfléchir à toutes les solutions, toutes les possibilités qui vont arriver dans l'activité. Et puis, après, il faut penser aussi à comment on va faire le suivi de cette activité-là. Quelles informations on va donner aux citoyens qui ont participé, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de participer à une activité, puis après ça disparaît, on ne sait pas à quoi ça a servi, on ne sait pas ce que la ville a fait avec les données qui sont ressorties. Donc la communication, c'est vraiment un élément très important. Puis finalement, évaluer aussi la rencontre, évaluer ce qui s'est passé, évaluer comment ça s'est passé pour, d'une part, démontrer la pertinence de ce qu'on a fait comme activité, montrer le nombre de personnes qui étaient là, montrer qu'il y a eu des résultats de cette activité-là, et puis apprendre de l'expérience. Souvent, c'est plus difficile de documenter dans les plus petites municipalités, de documenter le travail qu'on a fait, mais même juste un compte-rendu de la rencontre, c'est important parce que ça permet de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, puis si quelqu'un d'autre que vous veut organiser une activité après, de savoir comment ça s'est passé pour vous, c'est un élément important. Donc, évidemment, je ne rentre pas dans le détail des outils qu'on peut utiliser, mais vous allez pouvoir éventuellement regarder, le guide est disponible en ligne sur notre site Internet, puis vous allez peut-être en gagner une copie aussi. Quelques outils pour les parcs et espaces verts, les outils de participation citoyenne pour les parcs et espaces verts qui sont particulièrement adaptés. Il y a le sondage en ligne dans lequel on va pouvoir poser des questions selon si c'est pour un parc ou pour un plan directeur des parcs, donc pour l'ensemble des parcs. On va pouvoir poser des questions sur c'est quoi votre vision, vous, pour les parcs de la municipalité? Comment vous les voyez? Comment vous voyez ce parc-là en particulier? Qu'est-ce que vous y faites, comme je disais tout à l'heure? Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous n'y allez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui ferait que vous iriez plus? Est-ce que les moyens de transport pour se rendre au parc sont adaptés à vos besoins ou pas? Donc, ça permet d'informer les gens sur la démarche, de constituer aussi une liste de contacts pour les étapes suivantes, de mobiliser les citoyens pour recueillir des données qui sont plus de l'ordre de la perception et souvent on peut aussi dans les sondages en ligne demander aux gens de nous raconter leurs dernières activités dans le parc. Ça permet d'avoir une idée plus claire de qu'est-ce qu'on y fait. Il y a aussi le kiosque de consultation sur le site qui permet, encore une fois, d'expliquer la démarche qu'on fait, de donner aussi une idée du processus total qui va avoir lieu, de constituer toujours une liste de contacts, parce que comme la mobilisation est très importante, avoir des contacts, c'est la clé. Cibler les parcours, cibler les lieux d'intérêt, cibler les lieux qui sont moins intéressants pour les citoyens, puis pourquoi. Puis avoir une vision aussi sur comment est-ce que les gens veulent que le parc se développe. Est-ce qu'on veut que ce soit un parc qui reste un parc de quartier? Est-ce qu'on veut que ça devienne un parc plus de destination? Donc, c'est des éléments comme ça qu'on va pouvoir avoir à travers le kiosque. Puis ça permet aussi un lien direct avec les citoyens et ça permet aussi de recueillir des informations sur d'autres éléments qui ne sont pas forcément liés avec le parc, mais qui vont pouvoir nous aider à développer notre processus. Finalement, il y a aussi l'atelier de travail citoyen, donc, dans lequel, là, on demande vraiment aux citoyens de venir s'asseoir avec les animateurs et avec les professionnels pour réfléchir à comment est-ce qu'on organise ce parc, comment est-ce qu'on fait de plan, comment est-ce qu'on trace les cheminements pour venir au parc, comment est-ce qu'on où est-ce qu'on met des plantes, où est-ce qu'on laisse des passages pour que les citoyens puissent circuler, où est-ce qu'on met des arbres, où est-ce qu'on n'en met pas. Donc, échanger des expertises, permettre à l'information de circuler aussi, parce que souvent, l'information circule mal, donc les citoyens n'ont pas d'informations sur la vision que la ville peut avoir pour le parc. Donc, ça permet de faire ça, d'initier aussi les citoyens au développement de leur ville pour qu'ils comprennent mieux les façons de le faire. Et puis, ça permet aussi aux citoyens de s'impliquer dans le développement de leur espace de vie.
dans le cadre bâti, et donc d'avoir, encore une fois, une plus grande acceptabilité et de pouvoir être des ambassadeurs aussi du projet auprès de leurs proches. On a ensuite le focus group ou l'atelier de travail avec les acteurs du milieu. Donc, c'est des données qui sont un peu plus techniques qu'on va aller recueillir. On peut recueillir avec le focus group des idées d'acteurs qui ont des compétences plus spécifiques sur, nous, on a réfléchi comme spécialiste de la planification, on a réfléchi au cheminement, par exemple, vers le parc d'une certaine façon. Mais est-ce que vous, comme organisme qui travaille avec des personnes en situation de handicap, est-ce que ça vous paraît adapté? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé? Donc ça permet de bonifier encore le travail qui va être fait. L'atelier de travail avec les acteurs du milieu, c'est encore un endroit où on va pouvoir développer en partenariat avec les élus et les professionnels, c'est quoi les enjeux qu'on a à cet endroit-là, les contraintes techniques qu'il peut y avoir, puis comment on fait à travers toutes les données qu'on a déjà eues pour intégrer ces contraintes techniques-là. Donc, quelques exemples. Un exemple, c'est la traverse du Coteau qui est au cœur de Chicoutimi. Chicoutimi, c'est à peu près 67 000 habitants. Puis, c'est une traverse qui est en fait sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée et sur laquelle on a travaillé avec plusieurs groupes de citoyens, notamment avec Eureco, qui est l'organisme de milieu, où on a travaillé avec aussi le comité de district à voir, OK, comment est-ce qu'on peut faire des liens entre ces différents morceaux de la voie ferrée qui ne sont pas reliés entre eux. On a travaillé avec la ville aussi, avec les professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de mobilité autour de ce projet-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de grosses rues avec des enjeux de sécurité aux intersections. Donc, on a travaillé avec la traverse du Coteau pour intégrer tout ça. Et on a fait un projet Transforme ta ville où on a donné aux citoyens l'occasion de développer eux-mêmes des projets. Donc, de développer le mobilier qui a été repris par la ville après, de développer ce que vous voyez en bas, c'est comme le boa aux fraises. C'est une plantation de fraisiers qui permet aux gens d'aller se servir en fraises l'été. Dans Rosemont, la petite patrie à Montréal, on a aussi fait un projet qui s'appelle Les Dents Creuses sur l'îlot des Murmures. Donc, on a fait toute une démarche de la première photo que vous voyez d'un espace vacant qui était vraiment laissé à l'abandon. Et on a fait un travail avec les citoyens de définir c'est quoi leurs besoins pour l'espace, c'est quoi leurs priorités pour cet espace-là, quel genre de projet ils aimeraient voir. On a demandé aux citoyens, on est vraiment dans une démarche de co-création, donc le niveau 5 de la participation. On a demandé aux gens de développer des projets. Et après, on a demandé aux résidents du quartier de voter pour les projets qu'ils voulaient voir priorisés. Donc, quelles actions ils voulaient voir arriver en premier. Et c'est les citoyens qui ont mis en œuvre ces actions-là, qui ont fait des corvées de nettoyage sur le terrain, qui ont construit des bacs qui sont maintenant des bacs sur le terrain. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc, c'est un espace de lien citoyen. C'est un espace qui est un parc de quartier, un parc de très grande proximité, où les citoyens vont pouvoir échanger, faire des activités, se parler et tout ça. Donc, tous ces éléments-là, encore une fois, vous pourrez les retrouver dans Bâtir ensemble des communautés actives, le guide que vous allez peut-être gagner aussi. Et puis, on a une plateforme Internet, donc urbanismeparticipatif.ca, qui regroupe tous les outils dont je vous ai parlé un peu et sur lesquels on explique, c'est bien expliqué comment utiliser l'outil, c'est quoi les enjeux qu'on peut rencontrer quand on utilise cet outil-là, puis à quoi il sert et à quel moment on peut l'utiliser dans la démarche. Vous avez aussi, on va aller voir ça, mais on a aussi le projet Parc. On travaille aussi avec le projet Espace de la QLP et il y aura un webinaire le mardi 23 octobre de 9h30 à 10h30 sur les outils de l'urbanisme participatif dans les parcs. Donc, on rentrera plus en détail dans les outils que je vous ai présentés et à partir de cas de municipalités réelles avec lesquels on a travaillé. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.